Men, les hommes. Je suis un homme. Pas trop de surprise sur ça, à part si je découvre un truc sur moi-même au cours de route. Ces dernières années, les hommes ont été au centre de pas mal de débats populaires. Souvent pour des raisons négatives, comme quand on parle de féminicide ou de violences sexuelles sur des mineurs. Et bien que ces débats sont souvent faits sans traiter l'intersectionnalité du fait d'être un homme, comme le fait d'être un homme noir, queer ou autre, mais d'autres aspects de la violence masculine ont été mis en avant ces dernières années. Mais pas critiqués, presque célébrés par la société, c'est quand il s'agit des tueurs en série. Alors oui, tous les tueurs en série ne sont pas des hommes, mais venez, on joue pas aux idiots, vous connaissez probablement beaucoup plus de tueurs en série célèbres qui sont des hommes. Et dans un monde où certains essaient de questionner les hommes sur la violence dont ils sont à l'origine, un nouveau genre de série émerge. Un genre qui glamourise ces figures plus que controversées, et qui finit même par les mettre sur un piédestal et augmente leur célébrité après leur mort. Et quand c'est pas sur le petit écran, les tueurs en série ont une place importante au cinéma, parfois dans le format de documentaire ou de biopic. Mais dans cette vidéo, je veux parler de ceux qui ont été créés sur le papier par des scénaristes. Ghostface, Michael Myers, oubliez-les. Ici, je veux parler de 3 profils et de 3 films qui ont chacune leur histoire qui sont totalement différentes des slashers classiques. Trap, Fresh et Don't Move. Et comprendre pourquoi ils tuent et comment ces représentations et la starification des tueurs en série nous impactent. Pour répondre à cette question, on va étudier nos 3 profils ici. Attention, spoiler, je vais parler de ces films plus en détail, mais si vous voulez un mini synopsis sur chaque film, restez et après dégagez. Commençons par celui avec le réalisateur le plus connu des 3, Trap. Trap, c'est l'histoire d'un père et sa fille qui se rendent à un concert, et en rentrant dans le stade, Cooper, le père, remarque une forte présence de policiers, plus que ce qu'il devrait y avoir pour un simple concert, et il en parle à un employé pendant l'entracte. Et il découvre que tout ce concert est un énorme piège pour capturer le boucher, un tueur en série qui sévit depuis un moment, et les services secrets ont eu des infos sur sa présence au concert. Ils ont préparé tout un piège pour l'attraper. Et le boucher est bien évidemment Cooper. Ce qui n'est pas un spoil, parce que pendant tout le film, on va suivre lui, le tueur en série, et voir comment il va réussir ou non à rentrer chez lui sans se faire attraper. Don't Move, c'est l'histoire d'Iris, une mère qui part un matin en forêt pour faire le deuil de son fils, parti malheureusement trop tôt. Mais pas que. Elle est surtout là pour mettre fin à ses jours, elle aussi, avant de se faire arrêter par un homme qui passait par là et qui la convainc de redescendre avec lui à leur voiture. Mais une fois arrivé à leur voiture, l'homme bloque Iris et lui injecte un produit qui paralyse totalement son corps. Ce n'est pas une âme charitable, non, juste un tueur en série qui cherchait la victime parfaite. Et tout le film, on va suivre les tentatives d'évasion d'Iris, bien qu'elle soit paralysée. Fresh, c'est l'histoire de Noah qui a pas vraiment de succès quand il s'agit d'amour. Tous ses dates se finissent mal et elle est sur le point de juste abandonner. Quand un soir au supermarché, elle rencontre Steve, un homme charmant avec qui elle va passer la nuit, et plusieurs dates plus tard, il décide de l'emmener dans sa maison de vacances pour un week-end romantique ensemble. Une fois arrivé, il lui sert un verre et qu'il a drogué. Noah se réveille attaché dans le sol de Steve, qui lui explique qu'il l'a amené ici pour sa viande, littéralement. Il va pas la tuer, juste la découper en petites parties et vendre son corps à des riches cannibales. Ah oui, ce film est sorti en 2022. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a 3 profils différents et 3 raisons totalement différentes sur le pourquoi il tue. Cooper le fait à cause de son passé douloureux et de sa relation compliquée avec sa mère, ce qui est révélé à la toute fin du film. Richard, lui, le fait plus comme une activité banale, comme s'il allait pêcher. C'est toujours au même moment, chaque week-end. Il dit même à Iris exactement ce qui va se passer. What are you gonna do to me when we get there? Wanna braid your hair? Il a son petit rituel que Iris vient déranger par sa résistance. Et celui qui a la raison la plus intéressante, c'est Steve. Lui, il ne tue pas pour le plaisir de l'acte. Ici, il le fait par plaisir de la chair, comme un éleveur avec ses vaches. Ici, pas de backstory tragique, juste une faim qui cherche à alimenter, mais surtout un business. 3 portraits de tueurs totalement différents sur leurs raisons. Alors, pourquoi il tue? Bah pour tout et pour rien. La violence masculine n'a souvent pas besoin de moteur logique. Et même si les masculins adorent dire que les hommes sont des créatures de logique, la réalité est autre. On est tout autant émotionnel que les femmes. Mais malheureusement, la seule émotion avec laquelle on est familière, c'est la colère. Mais vous savez quoi? Oublions la question de la vidéo. Il y a un truc beaucoup plus intéressant sur nos 3 tueurs. Et ces 3 hommes partagent une chose qui fait d'eux le parfait tueur en série. Vous voyez? Ils sont blancs. C'est qu'à moitié une blague. Quand je vous dis tueur en série, quel nom vous vient en tête? Dahmer, John Wayne Gacy, les tueurs du Zodiac, que des tueurs qui à chaque fois que leur histoire est racontée, vous vous sentez plus intelligent que les policiers de l'époque parce que vous voyez les signes. Mais est-ce que vous les voyez vraiment? On vit, vous et moi, dans la même société, la société occidentale, régie par le régime capitaliste qui, pour perdurer, a dû créer des faux ennemis pour que le grand capital et les riches continuent à vous entuber sans que vous vous rebelliez. Et ça passe par la diabolisation de groupes. Les personnes queer, les personnes de régions différentes que celles du pays, souvent l'islam aujourd'hui, mais le judaïsme à une certaine époque, et celui qui a permis à ces hommes d'exercer pendant toutes ces années sans se faire choper, le racisme envers les personnes noires.
Les sociétés occidentales sont construites sur l'exploitation des pauvres et des minorités. Et on a créé pour les personnes blanches toute cette aura de personnes fiables. Et même si vous n'êtes pas ouvertement raciste, vous pensez inconsciemment la même chose. Alors pas parce que les personnes noires ou autres personnes de couleur soient plus dangereux, non, tout ça c'est grâce à la diabolisation et la surmédiatisation des crimes réalisés par les personnes de couleur ou noires. Quand un crime est réalisé par une personne blanche dans les médias, on va plus souvent essayer de chercher la raison externe, une raison qui l'aurait rendu violent, les jeux vidéo, un problème mental, un film, bref, ce n'est jamais de sa faute. Et c'est comme ça que la société occidentale traite les personnes caucasiennes. Si ça va mal dans ta vie, c'est pas de ta faute, mais celle des autres. Et tout ça crée une société où la plupart des personnes blanches ou pas se méfient juste moins des personnes blanches potentiellement dangereuses, les hommes blancs inclus, bien sûr. Et ça, ce groupe le sait. Et c'est pour ça qu'ils excellent quand il s'agit d'être des tueurs en série. Ils le savent, ils ne sont pas les suspects qu'on veut attraper, pas ceux dont on se doute, et cette position leur permet d'exercer sans problème pendant des années. Et non, ce ne sont pas des génies du crime, ils ont juste une position avantageuse dans la société par leur existence en tant que personnes blanches. C'est pour ça que la plupart des victimes de Dahmer étaient des hommes noirs ou de couleur. Et en plus, ces crimes compilaient deux groupes que la police s'en fiche d'aider, les personnes noires ou de couleur et les personnes queer. Et quand on regarde nos trois profils, c'est exactement ce qu'on retrouve. Mais ils ont aussi une autre couverture parfaite socialement. Les trois sont des pères de famille. Et l'image du père de famille socialement place n'importe quel homme dans une autre case que celle de l'homme classique. Il ne peut plus être touché, accusé, sinon ça remettrait en doute le système lui-même. Celui qui te fait croire que avoir une famille est l'objectif final de ta vie. Et donc accuser un homme qui a une famille d'être un tueur en série, ça reviendrait aussi à critiquer la figure du père et de la famille elle-même dans la société. Et même en connaissant les statistiques autour des agressions sexuelles, souvent perpétrées par quelqu'un que la victime connaît, et souvent commis par quelqu'un de sa famille, souvent un oncle ou un père. Alors dans nos cas fictifs, Richard et Cooper sont très protecteurs de leur famille, essayant de les préserver au maximum de leur côté sombre. Dans le cas de Cooper, c'est un tueur en série que j'appellerais le tueur ChatGPT, sans saveur, qui tue par trauma et n'a pas de victime précise ni de lien entre elles. Il juste continue ce qu'il fait, séparant sa vie de tueur de celle de père. Et comme on le voit tout au long du film, Cooper aime sa fille et sa famille. C'est le cliché du family man. Donc même quand certains policiers l'entourent, il est même pas vu comme un suspect, bien qu'il ait toutes les caractéristiques physiques de leur description. Dans le cas de Richard, on est sur quelque chose d'encore plus dérangeant. On en sait très peu sur lui, que ce soit au début ou à la fin du film, mais le peu de fois où il parle de ses anciennes victimes, on comprend qu'elles sont toutes des femmes. Et là on tombe sur le main killer classique, celui qui a des pulsions meurtrières, qui ne vise que des femmes pour je sais quelle raison. Alors oui, il tue aussi des hommes dans le film, mais ce ne sont pas des victimes qu'il a choisies, plus des gens au mauvais endroit, au mauvais moment. Là où pour toutes les femmes, il les choisit précisément pour leur sexe. Et quand tu sais ça, et qu'il se passe ça... Hello? Dad, I've been trying to call you all morning. Hey, sweetie. How are you? Got my report card today. Oh, yeah? How'd you do? All A's and 1 B. Et ce qui est le plus frustrant ici, c'est que Richard, oui, est père de famille, et le pire, c'est qu'il a une fille. Steve, lui, a un rapport à la famille totalement différent. Ici, sa famille est plus une couverture qu'il assume totalement. Il n'a aucun amour pour celle qui joue le rôle de sa femme, il se sert vraiment d'eux comme une couverture pour son commerce de viande humaine, et le cas de Steve est intéressant parce qu'il nous permet de parler d'un autre point commun que les tueurs en série ont. Pour rappel, Steve charme des femmes pour ensuite les piéger dans sa maison, et ensuite vendre leur viande. Et il réussit à faire tout ça parce qu'il est beau. Oui, c'est bête. Mais toutes ses victimes sont des femmes qu'il a séduites, drogué, coupé, revendu comme du bétail. De toute façon, c'est pas une vidéo de Lux Maxing ici, mais voilà. Ted Bundy avait des hordes de femmes à son procès, amoureuses de lui, bien qu'il ait été jugé pour des crimes à l'encontre de femmes uniquement. Elles savaient et elles sont venues dans tous les cas. Pour Steve, sa beauté est son outil de travail, car on nous a aussi inconsciemment appris qu'être beau voulait dire être bon. Et ici, ce cliché aide Steve et son commerce. Alors c'est pas nouveau de parler de serial killer dans la fiction, c'est même un sujet assez récurrent dans les drames ou les films d'horreur, mais ce que j'aimerais qu'on analyse c'est l'impact des récits de vrais tueurs, et surtout parler de l'impact social qu'ils ont eu sur la nouvelle génération, en commençant par parler de la série sensation de ces dernières années, Monster de Ryan Murphy. Pour les trois du fond qui s'embrassent, Monster c'est une série anthologique créée par Ryan Murphy, créateur d'une autre série anthologique populaire, American Horror Story, et d'autres séries anthologiques qui ont tous la mention American en gros dans leur titre, et il est fier de son pays, peut-être un peu trop, parce qu'en 2022, il sort la série Monster, une nouvelle série anthologique qui se focus cette fois sur des vrais tueurs en série, en commençant dans la saison 1 par Jeffrey Dahmer. Je vais pas faire un tour de toutes les polémiques sur la série, mais je vais me concentrer sur deux critiques qui lui ont été faites. 1. La glorification. C'est ce qu'on a reproché à la série, mettre en scène et sensationnaliser les crimes horribles et racistes de Jeffrey Dahmer, dans une série qui place les spectateurs du point de vue du tueur, sans vraiment essayer d'empathier avec ses victimes ni leurs familles, qui se sont plaints dans la vraie vie. Mais laissez-moi faire l'avocat du diable 2 secondes en vous posant une question. Qu'est-ce que Ryan Murphy a fait de mal ici ?
Dans une génération où il y a un vrai boom du contenu true crime, que ce soit sur YouTube ou TikTok, qu'est-ce qui différencie la série Monster d'une vidéo YouTube? Les gens qui tiennent ces chaînes et font ce genre de contenu font exactement la même chose. En dire très peu sur la victime, centrer leur storytelling sur le tueur, et là je parle d'internet mais la télé fait pareil. Alors dans cette ère de true crime dans laquelle on vit, où est le problème avec la série de Ryan Murphy? Il donne exactement au public ce qu'il demande. Si ça dégoûtait vraiment les gens, ils regarderaient pas. Et la série n'aurait pas une 4ème saison prévue après la sortie de la 3ème. Ah. J'ai pas de vraie conclusion pour cette vidéo, pas de beaux mots de la fin. Donc, allez me suivre sur Letterboxd.